cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes bien sûr sur Sud Radio. Alors il est plus nécessaire de présenter le Viagra, à tel point d'ailleurs que les hommes préfèrent prendre une autre pilule que le Viagra quand ils sont dans une pharmacie, parce qu'évidemment ils ont peur que les gens qui sont présents dans cette même pharmacie se rendent compte qu'ils ont peut-être des problèmes d'érection. Et oui, le Viagra a révolutionné la sexualité masculine, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que depuis le Viagra, il y a eu beaucoup d'autres médicaments qui sont arrivés sur le marché et je vous propose avec mon invité Eric Haller qu'on fasse un petit peu le point sur tout ça, un petit constat de tout ce qui est possible pour que vous, messieurs, vous puissiez à nouveau avoir des érections. Parce que il semblerait que les pilules, ça fonctionne pas toujours non plus. J'entends des hommes se plaindre et peut-être qu'on en profitera aussi pour évoquer d'autres troubles sexuels chez l'homme. Bref, durant ces 2 heures, vous saurez tout sur le zizi. Et bien sûr, vos questions, vous pouvez les poser à Eric Haller si vous avez des petits soucis et que vous avez envie de comprendre ce qui se passe réellement. Vous pouvez appeler. Eric Haller répondra à vos interrogations. Et pour ça, c'est bien sûr le 0826 300 300. Bonjour Eric Haller. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors c'est vrai, le Viagra pâtit un peu de sa célébrité. Ah oui, on rougit un petit peu en demandant du Viagra dans une pharmacie. D'ailleurs, il faut toujours le demander dans une pharmacie. Il ne faut pas l'acheter sur Internet parce que souvent c'est du plâtre et non pas du Viagra. Oui, donc ça peut avoir l'effet placebo, remarquez. Oui, mais ça fait d'ailleurs le succès de vente en ligne, alors avec une prescription médicale, parce que évidemment on échappe à ce moment un petit peu délicat. Au comptoir de la pharmacie. Alors depuis le Viagra, c'est 98, c'est oui. Ça a quand même révolutionné la question érectile, parce que d'abord avant 98, les hommes avaient des problèmes d'érection et les 3/4 du temps, ils faisaient avec, ils n'en parlaient pas. Alors, tout de même, Ronald Virag a inventé, alors je crois que c'était en 1985, le premier traitement médical par injection dans le pénis de papaverine, qui est un médicament qui dilate les artères comme le Viagra. Mais enfin, alors ça existe toujours, et bien sûr, alors c'est plutôt l'Edex maintenant que l'on injecte dans des formes particulièrement sévères et résistantes au Viagra, on en reparlera. Au Viagra est assez semblable. Mais donc ça a été vraiment la première révolution pharmacologique, mais qui est restée un peu silencieuse, confidentielle, parce que l'usage est un petit peu plus compliqué. Oui, et il y a quand même beaucoup d'hommes qui hésitent à injecter un produit directement dans la verge. Oui, tout à fait. Et pourtant, ça marche bien, ça. Alors, ça marche dans 80 à 90% des cas, alors que le Viagra... Et on ne va pas se mettre à mal le reste de l'industrie pharmaceutique. Il y a d'autres médicaments, on en parlera sans doute. En tout cas, cette classe de médicaments a une efficacité qui est plutôt de l'ordre de 60 à 70%. Là aussi, nous reviendrons sur ce point. Alors 60 à 70% pour le Viagra et c'est semblable. Ça veut dire qu'il y a quand même presque 40% que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Alors déjà, on a mis un petit peu de temps à réaliser ça. Je dirais qu'il a fallu 10 ans pour en voir l'ampleur et les effets sur l'utilisation de ce médicament, même si dès le début on le savait, parce que la première étude qui a testé le Viagra contre un placebo avait montré 35% d'efficacité du placebo. C'est pas rien, et on en reparlera sans doute aussi. Ah oui, c'est énorme même. 70% d'efficacité du Viagra. Donc ça veut dire que par rapport au placebo, le Viagra rajoute un tiers, quoi. Donc c'est incroyable. C'est important, c'est bien sûr, mais enfin ça reste ce que c'est-à-dire avec des limites. Bon, et effectivement, on s'est aperçu de ces limites. Alors, il faut savoir que le Viagra ne crée pas l'érection. Autant l'injection dans le pénis d'un médicament crée l'érection parce qu'il stimule directement les cellules intéressées. Le Viagra, c'est pas le cas. Le Viagra, c'est un facilitateur en ouvrant les artères, c'est-à-dire en augmentant la quantité de sang qui arrive au pénis.
Mais d'abord, il faut une envie. S'il n'y a pas d'envie, le Viagra ne servira à rien. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc, ne remplace pas l'envie. S'il y a le désir, en quelque sorte. Le désir. Et si la commande neurologique du cerveau jusqu'au pénis est défectueuse, le Viagra ne marche pas non plus. Si les vaisseaux ne fonctionnent pas, c'est-à-dire si les artères sont bouchées, le Viagra ne fonctionne pas. S'il y a des fuites, c'est-à-dire si une fois que le sang est rentré dans le pénis, il s'en va tout de suite à cause de fuites, le Viagra ne fonctionne pas non plus. Et c'est là que nous retrouvons. Et s'il y a beaucoup de stress aussi, j'imagine. Le stress, absolument, parce que le stress referme les vaisseaux. Il fait l'inverse du Viagra. Alors après, c'est une bataille entre le médicament et le stress. Parfois, on gagne. Et d'ailleurs, c'est peut-être une partie de l'effet entre guillemets placebo du Viagra. Oui, qui à ce moment-là inhibe le stress. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'utilisateurs de Viagra qui auraient de parfaites érections, par exemple le matin ou lorsqu'ils sont tout seuls sans stress, mais qui éprouvent le besoin de prendre ces médicaments pour contrebalancer le stress. D'accord. Et il faut bien comprendre que le stress, en fait, c'est à l'origine, à l'époque des hommes des cavernes. Si on risque d'être agressé par un animal sauvage, il vaut mieux pas avoir d'érection pour pouvoir se sauver le plus vite possible. Enfin, je simplifie un peu les choses. Sa compagne sauvage. Si l'homme courant plus vite que la femme, oui, il a des chances de se sauver. Voilà une vision darwinienne. Parfaitement argumenté. Oui, le stress est un très mauvais ami des érections. Oui. Mais il y a au-delà de ça, il y a le stress aigu, c'est l'adrénaline qu'on connaît bien, mais il y a d'autres hormones de stress dont l'effet est plus continu. Et là, on peut se poser la question, si une population vit très stressée, peut-être que avoir des descendants n'est pas une bonne chose. Donc, enfin bon, là, de la paléontophilosophie un petit peu, peut-être l'anthropologie, on va dire, hasardeuse, mais pourquoi pas après tout. Et donc, après le Viagra, évidemment, sont arrivés beaucoup d'autres médicaments et qui sont a priori plus souvent prescrits maintenant que le Viagra. Alors, absolument, Brigitte. Il y a le Cialis ou Tadalafil. Je reviendrai brièvement dessus. Le Visarzin. Alors, le Visarzin a été montré plus efficace chez les diabétiques. Alors, ce sont des petites études, je crois qu'il ne faut pas en tirer de conclusions tout à fait générales, mais peut-être on peut quand même en tenir un peu compte. Et puis, alors, parmi ces trois médicaments, le Cialis ou Tadalafil a une place très particulière parce que une fois qu'on l'absorbe, il reste dans le sang très longtemps, ce qui fait que on n'est pas obligé de le prendre un quart d'heure avant le rapport, quoi. Alors, absolument. Et puis, on le prescrit de plus en plus en prise quotidienne de 5 mg par jour, ce qui permet de découpler, si je puis dire, les rapports sexuels avec la prise de médicaments. Parce que ce qui gêne beaucoup les couples, c'est effectivement de penser, alors une demi-heure avant, pour être certain, à prendre le petit cachet. Bon, c'est pas... Il y a beaucoup de comédies d'ailleurs qui se sont amusées avec ce genre de... Oui, absolument. Voilà, donc ça c'est important à savoir, et donc il faut aussi en parler de toute façon avec son médecin. Absolument. C'est lui qui sera le plus à même de donner le bon médicament. Et il est vrai que le Cialis ou Tadalafil est maintenant davantage prescrit pour cet avantage-là. Oui. Alors évidemment, avec la population vieillissante, de plus en plus, j'imagine, d'hommes utilisent ces médicaments. Oui, alors vieillissante, écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit entièrement l'explication. Certes, vous avez tout à fait raison sur le vieillissement et les troubles de l'érection, mais on observe aussi chez les jeunes hommes pas mal d'anxiété autour de la sexualité pour toutes sortes de raisons qui font que l'utilisation est aussi importante chez les jeunes. C'est justement notre sujet demain. On sera avec un psychiatre, Frédéric Fanger, et qui a sorti un très joli livre sur l'anxiété et qui envahit un petit peu tous les domaines, et notamment le domaine amoureux et sexuel, en effet. Donc cette augmentation de l'anxiété de plus de 25% dans la population, forcément provoque aussi certainement des pannes d'érection. Très certainement, plus l'usage de la pornographie, plus les relations entre hommes et femmes qui, pour les jeunes de moins de 30 ans,
est assez compliqué par toutes sortes de préoccupations, demander la permission, d'être certain de ne pas outrepasser le désir de l'autre, etc. Donc tout ça rend la sexualité plus complexe. Oui, et l'exigence des femmes aussi, hein, qui certes ont raison d'exiger que ça marche bien et avoir du plaisir, mais en même temps ça peut mettre l'homme en difficulté. Absolument. Et donc ces médicaments sont entrés maintenant dans la panoplie de ce qu'utilisent les gens pour contrer ces difficultés. Et alors, quelles sont les contre-indications de ces médicaments ? Parce que, en même temps, prendre tout le temps ce médicament, c'est pas forcément, enfin, comme tout médicament, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, là-dessus, nous n'avons pas de données très précises. Ce que l'on sait, c'est que si l'on se fie au rapport, à la collecte des effets indésirables sur des personnes, des accidents, les accidents associés à cette classe de médicaments extrêmement utilisés semblent faibles, pour autant que le recueil soit fiable. Il n'y a pas de raison de ne pas le considérer. Donc, c'est un médicament probablement assez sûr. On est en train de découvrir que peut-être il serait utile dans d'autres pathologies, des hypertensions pulmonaires. J'ai lu récemment dans le diabète également. Il semble que dans certaines formes de diabète, alors attention, hein, que si les diabétiques nous écoutent, qu'ils ne se disent pas je vais guérir mon diabète en prenant du Viagra, c'est pas le propos, mais en tout cas on est en train de découvrir d'autres propriétés bénéfiques de cette classe de médicaments. Et globalement, l'idée qu'on peut s'en faire, c'est que quand même ça peut être un médicament un peu bénéfique plus largement que sur les érections, mais ça c'est du domaine de la recherche encore. Donc la prise au long cours n'est probablement pas un inconvénient. Alors les contre-indications, il y en a deux vraiment essentiel, c'est dans les 3 mois qui suivent un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, il ne faut pas en prendre. Si on a des douleurs dans la poitrine qui sont dues à un problème coronaire, il ne faut pas en prendre. Si on a une tension qui est basse, qui a tendance à baisser, il ne faut pas en prendre. Et il ne faut pas l'associer à un autre médicament qui s'appelle les dérivés nitrés. Alors ça vous dit rien, mais les dérivés nitrés, c'est ce que prennent les gens qui ont des crises d'angine de poitrine pour dilater les coronaires, parce que là, on risque de se retrouver au SAMU. D'accord. Bon, et maintenant on va répondre à vos questions et je suppose qu'elles sont nombreuses. Donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Eric Haller est avec nous jusqu'à 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, on évoque les questions d'érection. Quand on sait que c'est évidemment vasculaire, tout ça, c'est des vaisseaux qui s'ouvrent et qui se referment. Enfin, je simplifie un petit peu, mais on peut bien comprendre que vous connaissez bien le sujet. Bonjour Karen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Karen, dites-nous tout. Écoutez, moi jusqu'à présent, quand j'étais mariée, mon ex-mari n'avait pas de soucis d'érection ni quoi que ce soit. Et quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement, il y a 4 ans, je trouvais qu'il était très vigoureux, on va dire. Donc c'était à l'époque, il avait 51, 52 ans. Et j'étais assez surprise d'ailleurs. Est-ce que vous voulez dire qu'il avait des érections plus dures encore que votre ex-mari ? Ouais, très ferme, longue, et il était très réactif, c'est-à-dire que ça venait tout de suite. Très rapidement, il était en érection. Et tout ça. Excusez-moi, Karen, mais j'en profite pour poser des questions précises à notre invité Eric Haller. Eric Haller, est-ce que en effet, il y a des hommes qui bandent plus mou que d'autres, malgré tout, quoi, même s'ils sont au maximum de leur érection ? Alors. Le maximum et le maximum, excusez, c'est ce propos un peu simpliste, mais je sais pas, si on prend un médicament et qu'on l'injecte à un homme qui n'a pas de problème de vaisseau, l'érection est très dure chez chacun. Mais après, la dureté de l'érection pendant un rapport sexuel est sujette à de nombreuses influences, n'est-ce pas ? Donc ça voudrait dire que l'ex-mari de Karen n'avait peut-être pas des érections optimales ? Alors Karen, peut-être que au début de votre relation avec votre ex-mari, peut-être que vous ne vous rappelez pas que les érections étaient peut-être aussi fortes que
avec le nouveau compagnon. Vous voyez, tout ça, c'est très très compliqué. Simplement pour dire que l'érection dans un couple qui s'inscrit dans la durée est quelque chose qui est à nouveau compliqué. Mais il y a quand même, excusez-moi Karen, hein, mais je vais donner une information personnelle, ayant côtoyé beaucoup de pénis différents, j'ai quand même constaté que les petits pénis c'était souvent plus dur que les gros, et je vois que Swazik est tout à fait d'accord avec moi. Alors, j'ai fréquenté presque autant de pénis que vous. Oh, peut-être plus, hein, je ne sais pas. Et, on fera la comptabilité après, à 16h. Ce qui apparaît, c'est qu'un grand pénis est difficile à remplir, tout simplement. Ben voilà, oui. Tandis qu'une petite, elle est plus courageuse. C'est bien connu. Non, mais Karen, peut-être que c'est ça. Enfin, je sais pas, au niveau Alors, il y a peut-être un peu de ça. Non, mais peut-être, mais pas uniquement, puisque en fait, j'ai eu le fin mot de l'histoire, on va dire ultérieurement. Donc vous ne dites pas tout. Voilà. Et donc, et un jour, alors qu'on est en vacances, quelques mois plus tard, je lui demande si je peux prendre quelque chose dans sa trousse de toilette, et je tombe sur un médicament. Et je lui demande ce que c'était, et il me dit c'est des vitamines. Je dis, des vitamines pour toi. Voilà, je dis des vitamines, pourquoi? Et donc là, il m'a expliqué qu'avec sa précédente compagne, il avait quelquefois eu des érections moins fortes, ou même vraiment pas d'érection, et que ça l'avait, elle le prenait pas très bien, et que du coup, il avait demandé à son médecin s'il pouvait lui prescrire quelque chose. Alors, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, honnêtement, je sais pas quel était le médicament qu'il prenait, néanmoins, c'était quelque chose qui durait quelques jours, en fait. Donc en fait, quand il sentait qu'il était un peu fatigué, par anticipation, il le prenait, et pendant quelques jours, s'il y avait une stimulation, l'érection était vraiment décuplée, on va dire. Et donc on en a discuté. Donc j'ai trouvé que c'était bien que je sois tombée là-dessus, parce qu'on en a discuté, parce qu'il ne l'avait pas dit forcément. Et donc je lui ai dit qu'à l'époque, moi je lui ai dit, écoute, moi ça me dérange pas. J'aimerais autant qu'on fasse sans vitamines, et qu'on voit comment ça se passe, parce que si c'est tout le temps, ok, je comprends. Si c'est ponctuel, eh ben écoute, on s'en débrouille, on gère. Si toi ça te perturbe pas et que ça te gêne pas, moi je préfère éviter d'avoir à prendre un médicament plutôt que de prendre un médicament sans cesse régulièrement, parce qu'il le prenait quand même assez régulièrement. Et donc il a été d'accord, et en fait il en a plus jamais repris, et ça se passe très bien. Donc vous êtes son Viagra. Voilà, 100, et alors c'était pas du Viagra, mais je vous dis c'était pas c'était sûrement du Tadalafil ou Cialis. C'est possible, par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, effectivement c'est probable. Et en fait, ça arrive qu'il y ait un petit coup de mou, et ben on se débrouille, on gère. Qu'il y ait une perte d'érection, ben on la fait revenir, et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que si ça avait été tout le temps, même si lui m'avait dit, écoute, non, ça me rassure, ou je me sens plus sûre de moi, ou ce genre de choses, bah voilà, j'aurais compris. Hein. Mais du fait qu'on en a discuté, à l'époque, je l'ai dit sur le ton de la rigolade, je lui ai dit, tu sais, moi, il arrivera un moment où j'aurai des sécheresse vaginale, il lui faudra bien qu'on s'en débrouille. Donc autant faire avec, et voilà, si ça l'avait vraiment perturbé, on aurait fait autrement. Et en fait, ça ne pose aucun souci dans la vie. Donc ça veut dire que vous l'avez mis en confiance, et que le stress est parti. Sûrement, et puis moi je suis pas du genre à mettre la pression, et surtout pas sur ce genre de choses. Donc ça peut arriver que des fois je dis c'est fichu, c'est bon, écoute, c'est pas grave, on s'en remettra à un autre moment. Voilà. Mais ça arrive rarement. Votre témoignage est très très intéressant. Vraiment très intéressant et riche, parce que il questionne la place d'un médicament dans la vie quotidienne. Il y a des médicaments qu'on prend parce que on a l'hypertension, si on ne prend pas, on risque un accident vasculaire cérébral, donc il n'y a pas beaucoup de questions à ce sujet. Mais un médicament comme celui-là, finalement, il a la place qu'on veut lui donner aussi. Et la question du couple est tout à fait intéressante. Alors, si vous me permettez une question, pour quelle raison l'idée qu'il prenne du Viagra vous embêtait ?
Parce que je suis très médecine naturelle et que pour moi, ça restait un médicament. D'accord. Oui, d'accord. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas, a priori, d'effets secondaires, mais néanmoins, ça reste un médicament. Oui. Donc, si on peut s'en passer et que ça ne nuit pas ni à nos vies, ni au moral, voilà, enfin, je trouvais... En fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'était un peu, pour moi, un médicament, entre guillemets, de confort. Ce qui, en l'occurrence, était le cas. Ouais. Voilà, donc si effectivement pour lui ça va être absolument nécessaire, j'aurais rien dit. Hein. Mais finalement, ça a été possible de s'en passer. Voilà merci Karen en tout cas de votre témoignage. On continue dans un instant avec notre Sexy News, Soisic Belin qui nous emmène au Japon. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous décollons et nous arrivons au Japon avec notre hôtesse Soisic Belin. Bonjour Soisic. Bonjour. La multiplication des applications de rencontres a ce pouvoir, celui de changer notre rapport aux autres, de le faciliter ou bien au contraire de le rendre plus artificiel. Je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. Mais si ces applications nous permettaient de rendre compte d'une culture, si elle avait le pouvoir anthropologique, c'est en tout cas ce que nous prouve Vanessa Montalbano avec son livre Tokyo Crush, une coédition Les Arènes et Komon, une maison d'édition spécialisée autour du Japon. Un petit livre très kawaii, comme on dit aux Japonais, très mignon, où elle raconte comment, après avoir débarqué à Tokyo avec une valise et son petit compagnon à poil Edgar, elle va réussir à se fondre dans cette culture qui est, disons-le, quasiment aux antipodes de la nôtre, mais c'est ce qui fait d'autant plus son charme. Comment elle va apprendre la langue japonaise grâce à ses nombreux dates, ses nombreux rendez-vous, et comment elle va appréhender ce pays. Elle était il y a quelques semaines de retour en France, la première fois depuis 6 ans pour la promotion de son livre. C'est donc une immersion de 6 années dans le Japon d'aujourd'hui qu'elle nous offre par le prisme des rencontres et de l'amour, de la recherche de l'amour. Alors, attention, dépaysement garanti. Quand on nous parle du Japon, ce qui nous vient à l'esprit, c'est souvent l'image de ces hommes célibataires. Mais heureusement, c'est bien plus complexe que ça. Ben oui. L'amour au Japon, s'il n'est pas donné à tout le monde, c'est un processus, une stratégie qui a pour finalité le mariage. Les hommes cherchent la bonne épouse, quand les femmes, elles, sont aussi à la recherche de celui qui saura être le bon compagnon. Et dans ce nombre important d'applications existantes au Japon, Vanessa constate qu'elles n'ont pas toutes le même but. Certaines sont connues pour vous amener au mariage, quand d'autres sont là pour vous mettre en relation avec des amis. Pour ce faire, il va falloir se décrire. C'est donc un prérequis. Il va aussi falloir avoir les codes et savoir lire l'air. Entendez par là, savoir décrypter les us et coutumes, ce qui se passe dans l'esprit de celui avec qui vous allez avoir ce rendez-vous, avec qui vous allez dater. Au préalable, sur sa description, il y a des informations qui peuvent nous paraître à nous très drôles, mais qui sont prises là-bas très au sérieux et qui sont indispensables. Votre groupe sanguin. Ah oui, si vous êtes O ou si vous êtes A, ce n'est pas pareil et cela a un impact direct sur votre caractère. En tant que O, vous êtes censé être leader, confiant, dynamique, alors qu'en tant que A, on vous concède une réputation de travailleur, organisé, poli et diplomate, et quant au B, vous seriez franc, égoïste et extraverti. C'est quoi ça ? Et oui, et si cette théorie est très en vogue et fait l'objet de publications à ce sujet, dans votre description Tinder, vous décrire physiquement est aussi indispensable. C'est un préalable au match. Pour ce faire, les comparaisons aux animaux ou à la nourriture sont fréquentes. Avoir un visage sel signifie que vous avez les traits fins et pâles. Avoir un visage sucre signifie que vous avez des traits ronds et enfantins. Alors évidemment, on peut se poser la question de la masculinité, de sa place dans cette société japonaise. Eh bien, une fois de plus, la réponse pourra se faire avec un vocable gastronomique. Il y a d'un côté les hommes herbivores, voilà, et d'autres les carnivores. Le premier serait gentil, doux, ouvert à un changement sociétal, quand le second serait un chasseur, un don Juan. Bon, vous l'imaginez très rapidement, il ferait même des barbecues. Alors évidemment, tant qu'à mettre les personnalités dans des cases, autant faire dans la précision, et il y aura des alternatives à ces deux extrêmes. Le chou farci, haru kiabetsu, et l'asperge enroulée de bacon. Chers auditeurs, bon appétit. Si
Si le livre de Vanessa Montalbano nous fait sourire, voire même rire, il n'en reste pas moins sérieux et réaliste. Elle nous alerte sur la place de l'alcool dans cette société timide, dans cette société introvertie où finalement l'ébriété permet parfois d'accéder à ses envies profondes, lorsqu'il est question de séduction notamment. Elle s'amuse de ces fêtes de la Saint-Valentin et du White Day qui suit la Saint-Valentin, qui est en quelque sorte une réponse au chocolat reçu pour la Saint-Valentin. Notez que là-bas, ce sont les femmes qui offrent ces douceurs. Elle nous emmène avec elle dans ces clubs de hosts, les hôtes, où de nombreuses femmes célibataires viennent simuler une sorte de speed dating avec des hommes payés pour jouer le rôle d'un potentiel petit ami, pas d'un petit ami. Des petits amis que l'on peut également louer sur des applications spécialisées et avec qui on peut se rendre dans des love hotels qui pullulent. Alors les love hotels, si vous ne connaissez pas, ce sont des hôtels souvent thématiques avec des chambres un peu farfelues qui se louent à l'heure ou à la nuit. Et puis, pour être en couple, il y a une étape indispensable, la déclaration, la confession. Kokuaku, pour dire Daisuki, je t'aime bien. Vanessa nous en dit plus. Alors, évidemment, cette confession, moi, c'est une des choses qui m'a le plus étonnée quand je suis arrivée, parce que je trouvais qu'il y avait un manque de spontanéité, qu'on doive attendre que l'un des deux ait fait l'effort et trouver le courage, parce que ça demande du courage, de faire une demande officielle avant même qu'on se tienne la main ou qu'on se fasse un bisou, alors que des fois, la situation s'y prête et les deux en ont envie. Et quand moi, je leur expliquais qu'à l'inverse, en France, c'est un peu plus organique, un peu plus naturel, que si le moment se présente et qu'on le sent bien, on n'hésite pas, et que on parle de sentiments peut-être un peu plus tard dans la relation, mais que quand on dit je t'aime, ça a aussi peut-être un peu plus de poids qu'un japonais qui dit je t'aime bien après 2 dates, après 2 rendez-vous. Donc ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup étonnée, effectivement. Alors Vanessa va-t-elle trouver l'amour, le grand, le vrai, l'unique, le seul? Bon, je m'emballe un petit peu, mais c'est aussi la question que l'on se pose en avançant dans la lecture de ce livre. Et on l'écoute donc nous parler du mariage. Le rapport des Japonais au mariage est aussi une chose qui m'a beaucoup étonnée au début et qui a aussi changé ma vision sur le mariage. Je le raconte dans le livre à travers une anecdote d'un homme qui, lors de notre premier dîner, me parle mariage, me dit « Écoute, moi je suis très sérieux à ton sujet, j'ai envie de te connaître, envie de me marier ». Et effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois, des hommes qui ont décidé que la prochaine ce sera la bonne ou qui seront mariés d'ici l'an prochain. Voilà, donc ça va très vite. Ça traduit aussi combien la pression pour se marier au Japon est encore très forte. Voilà, c'est encore une des choses qui m'a beaucoup surprise au début. À travers les tribulations de l'autrice Vanessa, ici, on découvre non seulement des mentalités, une culture, on assouvit notre part de curiosité, mais aussi on fait face au parcours d'une femme assez badass, une femme forte, courageuse et libre, parce que je vous donne la fin de l'histoire, elle ne se mariera pas. Et elle est très fière d'être libre, justement. Et elle est rentrée en France ou Non, elle est repartie au Japon. Elle est partie au Japon. Et oui. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, elle passe davantage ses soirées sur le canapé avec Edgar, son petit chien, qu'à courir justement les clubs et autres sites de rencontres. Voilà, parce qu'elle s'est trouvée finalement. En tout cas, ça manque un peu de romantisme, tout ça. Semble-t-il. C'est vrai que oui, c'est assez. Ça a l'air quand même très artificiel, ces rencontres comme ça, préprogrammées, où l'on décide que la prochaine c'est la bonne. Donc, espérons que la prochaine soit vraiment la bonne. Non, tout est conditionné. C'est vrai que c'est une société qui est assez meurtrie par son espèce je parle de timidité, mais c'est très complexe les relations des uns avec les autres. Elle parle d'un jour où il s'est mis à pleuvoir pendant un de ses rendez-vous, et donc elle propose à la personne qui l'accompagne de se couvrir, de s'abriter avec son parapluie, et lui il a vu ça comme une marque très romantique, érotique, très intime, parce que partager le même parapluie c'est quelque chose de très intime, parce que les corps sont très près l'un de l'autre. C'est formidable. Voilà. Un petit coin de paradis. Oui. C'était une chanson de Brassens, je crois. Comme quoi, on paraît effectivement très, très cru. Très dévergondé, oui. Très animal, nos relations. On partage des parapluies très souvent. Mais du coup, le parapluie est moins d'importance. Oui, il est moins sacralisé, ouais. moins sexy, quoi.
Il pleut peut-être plus en France qu'au Japon. Oh, je sais pas. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, c'est une manière intéressante. Non, mais le livre est vraiment très chouette. Oui, c'est On rigolo. découvre le Japon d'une autre manière. Alors après, manière. c'est peut-être un peu subjectif. Oui, un livre est forcément. toujours subjectif. Mais bon, pour y avoir été au Japon, c'est vrai que je retrouve ces espèces de comportements. Voilà, ce livre est très très sympathique à offrir, à lire. Tokyo Crush. Mais si vous cherchez le prince charmant, c'est peut-être pas au Japon qu'il faut aller. Ça dépend ce que vous cherchez. Mais si ça vous dépend cherchez de à vous votre prince marier, charmant, voilà. pourquoi pas. Vous pourriez le trouver. Pourquoi pas. Merci en tout cas. Je vous en prie. Merci beaucoup. Juliette est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour Brigitte. Alors moi j'aurais bien besoin d'un parapluie parce qu'on est en train de prendre un orage de grêle et tout. Il serait un peu troué, mais bon. Je veux bien aller me cacher sous un parapluie s'il y a un volontaire. Ben, restez à l'abri en tout cas. Alors trois questions. Première question, vous préférez les petits ou les gros sexes maintenant que vous savez qu'il y en a qui bandent mieux que d'autres? Alors bon, ça va être très bateau comme réponse, mais je vais dire que la taille n'a pas trop d'importance, bien que trop petit, ça serait trop petit, et trop gros, ça serait trop gros. Mais pour moi, il faut surtout qu'il y ait eu beaucoup de choses avant et qu'il se passe plein de choses pendant, mais le sexe, la taille du sexe, c'est secondaire. D'accord, bah écoutez, c'est bien parfois d'entendre ça aussi, Eric Allaire. Oui. Ça en rassurera beaucoup. Exactement. Deuxième question, quelle note vous donneriez à votre libido, Juliette? Alors, en ce moment, elle est pluvio-orageuse, on va dire. Vous êtes adapté au temps. Elle est fluctuante en fonction des cycles. Elle est parfois très vive et puis parfois un peu endormie. Je me laisse porter par elle. D'accord, Voilà. mais en tout cas, ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Non. Et dernière question, vous avez eu combien de Roméo dans votre vie, Juliette? Oh là là, des Roméo, quelques-uns. Ça dépend si on parle de Roméo éperdument amoureux de moi ou de Roméo de passage. De Roméo de passage. Vraiment des Roméo prêts à venir faire la sérénade à ma fenêtre. Je pense qu'il n'y en a eu que 3 ou 4. Et sinon, les Roméo de passage, ça monte jusqu'à combien? Un petit peu plus, une petite douzaine, quinzaine, on va dire. Quand même, d'accord. Voilà. Eh bien, merci de ces réponses et vous pouvez poser une question à Eric Allaire, il vous écoute. Alors, j'ai une petite question vraiment toute simple, toute gentille. Alors, quand il n'y a pas de pathologie grave, est-ce que vous servez parfois des petits trucs et astuces racontés par vos patients pour conseiller d'autres patients, justement? Vous me prenez au dépourvu, mais ça veut dire que consciemment, probablement pas. Ouais, des trucs et astuces. Oui, dans mon domaine, voyez-vous, ce qu'on rencontre beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance. Qu'il y ait ou pas de maladie sous-jacente qui explique un trouble de l'érection, hein. Mais de toute façon, je crois que statistiquement, un homme qui a connu 2 pannes se considère comme gravement malade, vous voyez, donc c'est dire que nous sommes extrêmement sensibles à ça. Donc les trucs et astuces, mais alors, mon contexte est un peu particulier parce que ce sont vraiment des hommes qui ont des troubles sévères. Je conseille, je fais des prescriptions de relations sexuelles sans pénétration. C'est bien ça. Je ne sais pas si c'est bien, mais l'idée c'est d'enlever le stress. Et ce stress, il existe de part et d'autre, parce que je viens de parler du stress des hommes, mais en miroir, il y a le stress des compagnes ou compagnons, en tout cas de l'autre. Et probablement les deux se conjuguent. Donc quand on ne se met pas la pression, si je puis dire, d'aboutir à une pénétration, ça permet sûrement de lever un peu ce stress. Et puis d'autre part, ça permet probablement aussi d'enrichir la sexualité, la pratique de la sexualité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'était simplement pour savoir, voilà, si le fait d'avoir justement toutes ces conversations avec toutes ces personnes pouvait enrichir votre pratique au-delà du côté médical et vous faire vous aussi progresser dans ce domaine. Voilà. Oui, sans doute, mais
pas de manière évidente, mais je vais y réfléchir et peut-être que ça changera ma manière d'écouter. Merci Juliette, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Une petite pause et c'est Frédéric qui sera avec nous dans un instant. Sud Radio. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec Eric Allaire, professeur d'érection, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire et auteur de Guide de l'impatient que vous pouvez retrouver sur Internet puisque c'est les éditions Booklist. Frédéric, bonjour. 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 Il vous écoute, Eric Allaire, allez-y. Bonjour Eric Allaire, bonjour Brigitte. Alors voilà, je vous appelle sur le sujet parce que je le trouve particulièrement intéressant et puis il me concerne. Alors, il y a plusieurs choses. Moi j'ai pris d'une manière tout à fait récréative du Viagra pendant quelques années, alors d'une manière très occasionnelle. J'ai l'habitude de dire pour faire d'une fatigue un divertissement et jamais eu de problème avec ce produit-là. Ça fonctionne parfaitement bien, en tout cas en ce qui me concerne. En revanche, vous parliez tout à l'heure d'autres produits qui sont plus ou moins des équivalents, et il y en a un, je vous l'avais cité, donc je vais me permettre de le citer, qui était le Cialis, où là, ça a été tout à fait différent, c'est-à-dire avec des effets secondaires qui étaient importants et qui m'ont même fait peur à m'en réveiller la nuit, avec des douleurs dans les jambes qui étaient très très fortes, beaucoup plus fortes que des crampes. Donc ça m'a mis un petit peu les jetons. Alors ça c'est une première chose. J'ai évidemment tout de suite immédiatement arrêté ce truc-là. Et vous avez pris vos jambes à vos coups. Et en gros j'ai pris mes jambes à mon cou, voilà. Et j'ai continué à prendre de temps en temps du Viagra et puis ensuite son générique qui fonctionne aussi tout à fait bien. Cela étant, je vais dire une dizaine d'années après, et pour être précis l'an dernier, il y a quasiment un an, j'ai fait une petite embolie pulmonaire. Qui a été soignée avec de l'anticoagulant, vous connaissez ça, des milligrammes pendant 7 jours et puis 5 pendant 6 mois. Tout va bien, j'ai pas de souci particulier, j'ai pas repris du tout de ce type de produit depuis, et en revanche je me suis renseigné et d'après ce que j'ai vu, ça aurait tendance à épaissir le sang. Donc, qui serait pas forcément quelque chose de très emballant concernant ce type de pathologie. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus ? Alors, deux choses. La première, les effets secondaires sont effectivement différents d'une molécule à l'autre. En gros, schématiquement, ces effets secondaires, c'est quand même 15-20% des utilisateurs, en tout cas, qui ont des effets secondaires tels qu'ils renoncent. Le Viagra, c'est plutôt au niveau du visage, du nez, de la gorge, de l'estomac que ça se passe. Je me permets de vous couper. Les deux avaient ces effets, je dirais, bateau classiques. Les deux avaient les mêmes, c'est-à-dire ces chaleurs dans le visage et ainsi de suite. C'était la même chose des deux côtés. Mais il y en a un qui a donné un autre problème. Donc, néanmoins, en moyenne, si vous voulez, c'est le haut du corps pour le Viagra. Et pour le Cialis, c'est essentiellement des douleurs dorsales et parfois au niveau des membres inférieurs, tel que vous le décrivez en effet. Oui, tout à fait. C'est pas dangereux, en tout cas pas qu'on sache, mais en revanche, ça peut être désagréable à un point tel qu'on renonce à l'utiliser, quoi. Puis surtout, ça fout les jetons, quoi, parce que je me suis demandé est-ce que j'avais pas un caillot ou un truc. Vous voyez, ça a mis un peu les miquettes quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que quand l'un a un effet secondaire, ça n'empêche pas d'essayer l'autre, parce que la tolérance individuelle varie d'une molécule à l'autre. Oui, et l'autre, le problème ne se posait pas du tout, il s'est jamais posé. J'en ai pris pendant une dizaine d'années sans aucun problème, quoi. D'accord. Alors, quant à l'épaississement du sang et ces médicaments, alors je regarderai dans les grimoires de la pharmacologie, mais je n'ai pas mémoire que ce soit le cas. Il y a alors les hormones masculines, enfin la testostérone, effectivement peut faire augmenter l'épaississement du sang, ça s'appelle l'hématocrite ou le taux d'hémoglobine, ça c'est bien connu, et quand on prend ces médicaments, il faut vraiment faire très très attention à ça, mais ça fait partie des protocoles de surveillance. Et quand on prend de la testostérone hors surveillance médicale, il faut être tout à fait conscient de ce problème. Alors, il y a une exception, ce sont les hommes qui ont une maladie génétique
des globules rouges qui s'appelle la drépanocytose. Alors c'est une maladie qui est présente surtout en Afrique. Ces hommes ont tendance à faire des priapismes, c'est-à-dire des périodes d'érection prolongées, et on déconseille bien sûr l'utilisation de médicaments qui favorisent l'érection. Mais ça, c'est pas dû à une propriété particulière de ces médicaments sur l'épaississement du sang. C'est juste que une forte érection favorise la rétention du sang dans le pénis et donc le priapisme. Donc, pour répondre à cette question, je n'ai pas connaissance de cet effet secondaire. Mais vous avez lu ça sur Internet, Frédéric? Oui, j'ai fouillé, comme tout le monde, sur Internet. Alors je me méfie beaucoup, évidemment, de tout ce qu'on peut voir sur Internet, mais il y a des études assez récentes d'ailleurs à ce sujet où parce que de tout ce que je voyais, je ne trouvais rien en fait qui mettait en relation ou en opposition en tout cas et le système de l'embolie pulmonaire et de la prise de Viagra, quelle que soit la manière dont on l'appelle, que ce soit le sildenafil ou autre chose, je ne trouvais rien. Et puis j'ai fini par tomber sur ce truc-là, donc ça m'a un petit peu interpellé parce que en parallèle de cela, alors j'imagine bien qu'en termes d'effets biologiques, c'est pas la même chose, mais ils ont tendance également aujourd'hui à pencher vers les gens qui feraient de l'hypertension pulmonaire, que finalement le Viagra aurait plutôt des effets bénéfiques là-dessus. Oui. Alors d'un côté je voyais ça, de l'autre côté justement j'ai vu ce truc-là sur l'embolie en disant attention parce que ça fait épaissir un petit peu le sang pour pouvoir le maintenir dans la verge, mais non. Ah bah alors c'est très bien. Non, mais ça au marche contraire, pas comme ça. Oui, tant mieux, je vais pouvoir en reprendre, c'est génial. Alors, vous semblez en bonne santé à vous entendre. Ouais. Quelqu'un qui aurait une embolie pulmonaire, disons sévère, qui laisse une gêne, un essoufflement en montant les escaliers, par exemple, devrait avoir un examen cardiaque avant de prendre du Viagra. En gros, l'idée, c'est qu'on peut prendre du Viagra si on peut monter 2 escaliers à bonne marche sans être essoufflé. C'est un critère. D'accord. Bon, si c'est pas le cas, il faut faire attention. Si elle est au 2e étage avec ascenseur, alors on fait comment? Brigitte, figurez-vous que c'est le grand problème, parce que quand je demande ça aux patients, ils disent je n'en sais rien parce que je prends toujours l'ascenseur. Donc je vais arrêter de prendre l'ascenseur. De toute façon, oui. Reprenez le Viagra et l'escalier, Frédéric. Exactement. Bon, je vais prendre l'escalier tout à l'heure et puis je vais passer à la pharmacie alors. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que Eric Allaire a bien répondu à vos questions, Frédéric? Absolument. Bon, je le garde pour la 2e heure alors. Je vous remercie. Merci en tout cas. Bonne continuation, merci pour votre émission. Je vous en prie Frédéric, merci à vous. Oui, je crois que c'est important, attention à ce qu'on lit, toujours pareil sur Internet. Oui. Là, peut-être que c'est des enquêtes qui sont pas tout à fait encore faites avec tous les critères que doit être fait une enquête sur le plan médical. On sait que c'est quelque chose d'assez pointu, une véritable enquête. Et avec l'intelligence artificielle, il faudra faire d'autant plus attention. Vous savez que si vous voulez construire des phrases utilisant poisson et rivière, vous avez volontiers le poisson pané remonte la rivière. Ah oui. Parce qu'après poisson, statistiquement, le mot qui vient le plus souvent, c'est pané. Donc, vous voyez, méfions-nous de l'information. Et quand il est né, il peut remonter la rivière, mais pas quand il est pas né. Ça me paraît en effet évident. Mais enfin, il a une queue, lui, le poisson, et elle frétille bien. Vous êtes d'accord là-dessus aussi? Enfin, je ne sais pas. Et c'est avec sa queue qui frétille qu'il arrive à remonter la rivière. Absolument. Donc, vous voyez bien que l'histoire a quand même n'aura la ni queue ni tête. Je vous l'accorde. Comme le poisson pané. Comme le poisson pané, évidemment, qui n'a ni queue ni tête, c'est bien connu. C'est d'ailleurs ce qui pose problème aux enfants, parce que quand ils ne mangent que des poissons panés, ils ne savent pas à quoi ressemble. C'est ça, il leur faut Nemo pour savoir à quoi ressemble un petit poisson. Bon, bref, toujours est-il que dans cette 2e heure, on va pas parler des poissons, mais on va parler des queues, ça c'est sûr. Donc vous pouvez, si vous avez des questions à poser à Eric Allaire, comme Frédéric, vous pouvez nous appeler au 0826 300, n'hésitez pas, quelle que soit votre question, si vous avez une maladie, vous avez envie de savoir si vous pouvez, avec les médicaments que vous prenez, prendre un de ces médicaments, n'hésitez pas, Eric Allaire pourra vous donner une réponse. Il pourra, j'espère aussi, après les infos, me donner la réponse à ma
ma devinette. C'est toujours terrible. C'est terrible. Hein, oui, parce que je sais que c'est un moment de stress. Je m'acharne à chaque fois, mais oui, c'est un moment de stress inépuisable. Mais rassurez-vous, vous êtes très peu à trouver la réponse à la devinette. Bon, alors, en tout cas, je l'ai trouvé pour vous. En fait, c'est quelque chose qui est dur, qui est long de 15 cm. Ça s'introduit dans une cavité humide. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Éric Allaire est avec nous et on peut donc répondre à toutes vos questions concernant le fonctionnement de l'appareil génital masculin. Voilà. Alors, d'abord la réponse à ma devinette, puis ensuite on va donner la parole à David qui nous a rejoint. Alors, c'est dur, c'est long, de 15 cm, ça s'introduit dans une cavité humide. De quoi s'agit-il? Je sèche. Vous séchez. Pourtant, c'est facile, c'est la brosse à dents. Vous êtes d'accord, hein, c'est dur, c'est long de 15 cm, ça s'introduit dans une cavité. Et puis en plus, ça fait des va-et-vient dans la bouche. Hein. Extraordinaire. N'est-ce pas, hein? Voilà. Je suis sûre que la prochaine fois que vous voyez un patient, vous penserez à la brosse à dents. À sa brosse à dents. Bonjour David. Bonjour. Et je pourrais ajouter une symbolique avec le dentifrice, mais je n'irai pas jusque-là. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Eric, bonjour Brigitte. Allez-y, racontez-nous votre relation donc avec une femme qui a souffert d'endométriose, c'est ça? Tout à fait. J'ai une femme avec qui je suis depuis 6 ans qui a souffert d'endométriose et puis j'ai fait un énorme travail sur moi-même. J'ai bien sûr pris des cachets pour essayer de maintenir mon érection et mon éjaculation. Au début, ça a été sans réel progrès. Et c'est vrai que parce que sa douleur vous provoquait du stress et donc vous provoquez des pannes d'érection, c'est ça? Non, les érections étaient là, étaient bien présentes. C'était juste de maintenir mon érection assez longtemps et mon éjaculation assez longtemps. Donc j'ai un peu tout essayé, donc le Cialis, le Viagra, pour essayer de maintenir tout ça. Et en fin de compte, quel rapport avec son endométriose, David? Le fait de ne pas vouloir lui faire mal, j'éjaculais très rapidement, ce qui ne se passait pas avec mes autres partenaires. Donc j'ai éjaculé avec ma vraie femme, j'ai éjaculé très rapidement, on va dire entre 15 et 30 secondes, 1 minute si tout allait bien. Et suite à un travail sur moi-même, c'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à retenir tout ça. Et maintenant, les cachets, c'est du superflu aujourd'hui. Oui, mais là, vous parlez donc d'éjaculation précoce. Est-ce que ces médicaments ont un effet sur l'éjaculation précoce, Éric Allaire? Oui, probablement. La question que vous posez est extrêmement importante. C'est celle de la sexualité dans les douleurs chroniques et plus généralement associées à des problèmes de santé et de handicap de l'un des partenaires. C'est quelque chose que l'on découvre de plus en plus parce que les douleurs sont fréquentes. Et évidemment, l'endométriose pose ce problème particulier qu'il s'exprime, si je puis dire, beaucoup pendant les relations sexuelles, les pénétrations. C'est le cas aussi des congestions pelviennes, qui sont des augmentations de la pression du système veineux dans le petit bassin, qui touchent davantage les femmes que les hommes, qui s'associent à ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les pénétrations. Alors, est-ce que le Viagra peut aider à l'éjaculation précoce? Alors déjà, comment se fait cette éjaculation précoce dans ce contexte? Eh bien, l'éjaculation précoce, ça peut être quelque chose qu'on a pratiquement de manière, depuis le début de la vie érectile, et c'est fréquent et très embêtant. Mais par exemple, on sait que c'est un problème comme ça si l'éjaculation précoce survient pendant les masturbations. Si c'est pendant les relations sexuelles, c'est que il y a une dimension, alors éventuellement psychologique ou des troubles de l'érection, qui font que, entre guillemets, on se débarrasse, si vous permettez cette expression, de la relation sexuelle le plus tôt possible en éjaculant. Donc, et effectivement, alors,
veux pas faire d'interprétation de psychologie de bistrot, mais si l'on écoute votre témoignage qui est très intéressant, peut-être que la peur de faire mal diminuait votre érection et que du coup en réponse vous éjaculiez rapidement. Le fait est que quand je me suis avec elle pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était le pire. Tout se passait très bien entre nous deux. Suite à ça, il y a eu une très grosse aggravation de son endométriose. De là, j'ai appris à lui faire l'amour rapidement. Parce que ça ne pouvait pas durer. Alors il y avait des fois où ça allait mieux que d'autres, mais bon, entre guillemets, 9 fois sur 10, c'était très douloureux pour elle. Le désir était là d'un côté comme de l'autre, mais c'était très douloureux. Et après, donc, elle a été opérée, et depuis que ça va mieux, moi, je suis resté sur mes 30 secondes, 1 minute et demie. J'ai continué à lui faire l'amour comme ça, parce que mon habitude était ça. Pendant 2 ans, j'ai fait là. Et donc là, suite à l'opération et que ça va mieux et que les désirs sont là de retour et les douleurs sont moindres, c'est vrai que j'ai tout essayé et en fin de compte, c'est le travail sur moi-même, c'est d'en avoir parlé énormément qui a fait que ça a débloqué quelque chose en moi parce que je n'arrivais pas à passer par-dessus cette peur de lui faire mal. Et vous avez pu rallonger votre temps avant l'éjaculation. Ça y est, bravo. Ça y est. Bon, je dis pas que j'ai récupéré la grande forme, mais on a des rapports normaux, on va dire. On a des rapports normaux, on a des rapports complets, on a des orgasmes chacun de notre côté. On retrouve une sexualité normale. Mais Eric Haller, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que le Viagra, le Cialis, les Vitra, etc. peuvent aider un homme qui aurait des éjaculations précoces à tenir un peu mieux? Oui, quand l'éjaculation précoce est due à une érection pas suffisante. Ou à la peur de ne pas maintenir l'érection. D'accord, oui, ce qui paraît logique, oui. Donc là, oui, ça peut aider. Si je peux mettre mon petit témoignage là-dessus. Allez-y. Je pense que le fait de prendre un cachet qui agit sur 24 heures, je parle du Cialis qui sur moi agit très longtemps, le fait de pouvoir repartir, on va dire quelques demi-heures, quelques heures plus tard, cela retarde encore une fois de plus l'éjaculation. Donc c'est vrai que même si ça agit pas sur la première relation, la deuxième est mieux, la troisième est encore mieux. C'est vrai que quand il y a un week-end pluvieux, comme le disait la dame tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'être sous Cialis et puis l'érection est bien mieux maintenue. C'est une très juste observation. Un bon traitement de l'éjaculation précoce, c'est l'éjaculation. Si après, on peut reprendre une... Mais ça marche jusqu'à un certain âge. Oui, c'est vrai. Mais c'est là que, pour poursuivre la réponse à votre question, Brigitte, c'est là que les médicaments de l'érection peuvent aider. Donc on voit quand même à quel point ces médicaments ont fait progresser la sexualité des hommes. Enfin, il y a vraiment un avant et un après, quoi qu'on en dise. C'est tout à fait clair. Et alors, peut-être vous avez résolu ce problème, et à nouveau, bravo. Pour peut-être des auditeurs ou auditrices qui n'ont pas résolu ce problème comme vous, je crois que là, le recours à un ou une sexologue peut être quelque chose d'utile. Mais ce qui a dû marcher aussi dans votre cas, David, c'est qu'à un moment donné, vous allez un petit peu progresser, vous prenez confiance en vous et puis vous progressez encore plus. Et puis voilà. Tout à fait. Le fait de l'avoir prendre du plaisir de plus en plus, le fait de l'avoir de moins en moins avoir mal, le fait que on se dit allez, on peut se lâcher. Mais voilà, c'est vraiment un pas après l'autre, quoi. C'est vraiment très compliqué. Oui, et on voit bien avec votre témoignage, et ça je crois qu'on le sait tous, mais là c'est complètement flagrant, c'est que la relation du partenaire, de l'un ou de l'autre, a une répercussion sur chacun. Enfin, c'est énorme, c'est une souffrance. Oui, ça peut devenir une souffrance. Ça peut devenir une souffrance, non seulement physique pour elle, mais psychologique pour le monsieur, quoi, qui est en face. Le symptôme de l'un touche l'autre, ça c'est évident, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est toujours important de bien pouvoir communiquer ensemble pour Tout à fait. Mais de jongler entre sa douleur et de jongler avec entre la douleur et le désir et le plaisir de sa partenaire, c'est super compliqué. C'est très très compliqué. Oui. Du moins pour moi. Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le passent mieux.
Mais moi qui suis, on va dire, pas du tout égoïste dans l'acte, qui adore donner du plaisir, c'est plus important que mon plaisir personnel, c'est vrai que c'est super compliqué. Bon, en tout cas, tout est rentré dans l'ordre, visiblement, donc bravo. Oui, il y a encore un peu de travail, mais on y avance. Il y a toujours du travail, vous savez, David. Merci de votre témoignage. Je vous remercie, Brigitte. Merci Eric, au revoir. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vos questions, bien sûr, au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, auteur de ce livre L'impatient que vous pouvez retrouver sur Internet aux éditions Bouclis. On vous répond à tout ce qui vous trouble lorsque justement l'érection n'est pas là. Bonjour Niki. Oui, bonjour. Merci. D'être avec nous. Non, merci. Merci à vous. Oui, par rapport au sujet de... Et puis bonjour à Eric Haller au passage. Et donc, par rapport à ce sujet-là, effectivement, j'ai eu des troubles de l'érection. Alors, pas forcément dans mon couple, mais plutôt dans les petits loisirs que l'on a avec ma chère et tendre, à savoir dans le libertinage. Eh oui. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent hein, pour quelques hommes qui sont un peu stressés hein, ou qui ne sont pas assez exhibitionnistes, je dis souvent. Alors, peut-être, mais c'est plus... en ce qui me concerne, c'est vrai qu'au départ, bon, il n'y avait pas de souci. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des sorties, c'est un problème de désir, un problème d'excitation. Alors, plus peut-être de désir de la part des femmes. Parce qu'on pourrait s'imaginer tellement de choses sur le libertinage, comment se passe une soirée, tout ça. Mais en fin de compte, comme souvent j'écoute dans vos émissions, c'est toujours l'homme qui doit être en chasse. Et la femme, souvent, ne répond pas forcément. Et on est toujours obligé d'aller voir et c'est vrai que d'une soirée à l'autre, c'est jamais la même chose et les stimuli, principalement visuels, ne sont pas forcément au rendez-vous au début. Il y a souvent les interminables discussions de soirée qui, moi, personnellement, me font débander directement au bout de 10-15 minutes parce qu'on se demande comment une soirée va pouvoir démarrer. Et au bout d'un moment, j'ai voulu prendre les choses en main pour éviter de continuer à passer des soirées comme ça. Et je suis allé voir un hypnothérapeute en me disant tiens, pourquoi pas. C'est la première fois que je fais ça, j'étais pas forcément en confiance. Et puis quand j'ai parlé de vos émissions, il m'a dit je connais des intervenants de Brigitte. Il m'a parlé d'Yvon Dallaire, de Yves Salty. D'ailleurs, ils ont même fait une conférence il n'y a pas si longtemps que ça près de chez moi. Oui. Et j'en ai également profité pour contacter dans la foulée aussi Vincent Hupertan. Oui. Donc je me suis basé sur des personnes fiables. Donc d'un côté, j'ai eu des séances d'hypnose. Alors est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne sais pas, mais comme je ne peux pas dire le contraire, donc tout est bon, on va dire, pour pouvoir profiter pleinement des soirées. Et Vincent Hupertan, un peu comme ce que disait Eric Haller et ce que j'écoute au fur et à mesure de vos émissions. C'est un collègue à vous que vous connaissez sans doute. Estimé collègue, bien sûr. Tout à fait. Et effectivement, il m'a prescrit du tadalafil. Et pour lui, c'était quelque chose effectivement à avoir dans une trousse en permanence avec soi, qu'il faudrait pas s'en priver et passer au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer, surtout les petites pilules qui nous permettent de profiter pleinement de notre sexualité. Et donc, j'ai commencé dans quelques séances d'hypnose avec les cachets. Alors, est-ce que ça pouvait être un placebo ou pas? Je ne sais pas, sachant que parfois, ça ne faisait toujours pas d'effet. Parce qu'effectivement, tout se trouve dans mon cerveau, dans ma tête. Et souvent, mon cerveau va bloquer le reste. Bloquer le reste dans le fait, comme je disais, pas de désir, en bas, ça part pas. Et après, pour me remettre vraiment en marche dans la soirée, il faut ramer jusqu'au moment de s'arriver à complètement se libérer. Et puis après, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais moi j'ai presque envie de dire Niki qu'à un moment donné il faut peut-être écouter son corps, c'est-à-dire que votre corps il vous dit écoute tes fantaisies libertines, moi personnellement c'est pas mon truc quoi. Parce que vous n'avez aucun problème avec votre compagne. Non, aucun problème, mais après ça va être sûrement selon le choix des soirées, selon les personnes, tout est fonction en fait. Et c'est vrai que d'une soirée à l'autre, on peut jamais savoir, même avec les mêmes personnes. Et c'est là où, même des fois, comme disait un de vos auditeurs, après, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas? Des fois, je me disais, alors est-ce que pendant une soirée, tiens, je vais pas prendre de petits cachets ou autre, en me disant, ça va peut-être le faire comme ça, et puis je me dis, peut-être que je peux passer à côté d'une belle soirée.
Oui, mais attendez, encore une fois, moi j'ai pas de problème, pourquoi pas prendre des cachets pour aller en club libertin, mais et pourquoi pas faire de l'hypnose pour évacuer du stress, pourquoi pas tout ça, mais quelque part ça signifie quand même quelque chose de pas arriver à avoir d'érection alors qu'il y a des libertins qui ont aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça parle quand même de vous. Alors, j'arrive à en avoir des érections, ça c'est pas un souci, mais sauf qu'à un moment, quand il va y avoir quelque chose de, par exemple, on va discuter pendant une heure ou d'autres choses, peu importe, ça va me casser, et c'est après pour arriver à revenir dedans, c'est là que ça va être plus compliqué. La toute première ça, érection, pour elle est revenir présente. dedans, il vaut mieux une érection, oui. Voilà, exactement. Et c'est là où c'est plus compliqué. Donc, après, regarder tout ça, c'est absolument pas un problème, c'est excitant. Mais après, c'est vraiment sentir le désir des femmes. Et je trouve que dans ce milieu-là, c'est de plus en plus compliqué. Ce qui voudrait dire que vous avez besoin de sentir le désir d'une femme pour faire monter votre érection. Si je décode. Tout à fait, ouais. Pour que ça participe, en allant là-bas, j'ai envie, il n'y a pas de souci. Et puis après, avec les stimuli visuels, auditifs, peu importe, ça va aider. Mais si je sens qu'une personne qu'elle ne montre pas son désir, une main posée sur quelqu'un, la personne, la femme ne vous répond pas. Et ça va me faire quelque chose personnellement. Alors que par la suite, on peut très bien jouer avec, mais c'est dans toutes les prémices, on va dire pas dans les préliminaires, dans le jeu de séduction, tout ça, ça joue. Et dans ce milieu-là, avec le temps, on se rend compte qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui prennent des petites aides, parce qu'effectivement, c'est très compliqué de trouver des femmes qui soient vraiment joueuses et vraiment là pour leur propre désir. Eric Allaire, vous voulez réagir au témoignage de Niki Non, mais ça montre d'abord un usage de cette classe de médicaments qui n'était pas fait pour initialement, mais c'est intéressant parce que ça montre que finalement l'esprit humain et le corps humain d'ailleurs a beaucoup d'inventivité dans ses comportements et pour trouver des solutions à des problèmes. Alors il se trouve que ce sont des médicaments qui ne sont pas dangereux si toutefois on a bien respecté les contre-indications dont nous avons parlé. Donc il n'y a pas de problème à le faire. Après, ce qui ressort de beaucoup des échanges que nous avons eus depuis le début de cette émission, c'est que ce sont des médicaments qui ne remplacent pas la psyché, si je puis dire. Et donc, finalement, j'allais dire, comme les anglo-saxons, le sex drive reste quand même absolument essentiel dans tout ça et n'est pas remplacé par le médicament. Donc, on se retrouve finalement face à son désir, à toute cette économie complexe, et c'est votre cas. Et puis ça prouve que les femmes ont plus de pouvoir qu'on ne le croit. Oh oui, beaucoup, surtout dans ce milieu-là en plus. On n'a jamais eu de doute là-dessus. Je ne sais pas si c'est surtout dans ce milieu-là, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on entend depuis d'abord déjà avec le témoignage de David, le vôtre, Niki, oui. Mais en fait, c'est là où on se rend compte, et comme disait Eric à l'instant, c'est que malgré un médicament, si le cerveau veut pas, le cerveau ne veut pas. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé de le prendre et ça n'a rien fait parce que j'étais pas dedans, j'étais pas conditionné et je sais qu'effectivement avec les séances d'hypnose et puis ce médicament-là, c'était pour essayer d'arriver à me faire lâcher prise, à faire tomber certains carcans pour être plus libre. Encore une fois qu'on comprenne bien, vous n'avez pas de problème d'érection quand vous êtes avec votre compagne chez vous tranquillement Non, j'en ai pas, ou dans d'autres sorties non plus. C'est vraiment dans des cas bien spécifiques et voilà. Mais donc, je sais que moi, tout est dans la tête. Mais de toute façon, c'est ce que vous disiez, Eric Allaire, en début d'émission, c'est qu'en fait, les études ont été faites, ça marche dans 60% des cas, donc 40% des cas, ça marche pas. Oui, tout à fait. C'est pas anodin. Non, c'est beaucoup. Alors, il me vient à l'esprit une chose, c'est qu'il faut surtout pas associer Poppers et ces médicaments-là. Les Poppers sont des médicaments, des substances, sont pas des médicaments que l'on prend pour accéder plus facilement à la jouissance, etc. Donc il faut pas associer les deux parce qu'il y a des risques médicaux tout à fait forts. Ouais, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que
Le poppers accélère le rythme cardiaque, je crois. Hein. Tout à fait, oui. Donc forcément, ça peut être très dangereux. Eh ben, écoutez, Niki, merci de ce témoignage. Merci à vous. Et c'est vrai, vous avez raison. Hein, de plus en plus de libertins prennent ces médicaments, de même que dans les tournages de films pornographiques, de plus en plus d'acteurs se font aider par ces médicaments-là. Puisque c'est quand même des endroits où, au fond, ce qu'on veut surtout, c'est avoir une érection. Ça paraît évident. Et une dernière question. Oui, pour les femmes, il n'y a pas d'équivalent, justement, pour des substituts ou des choses comme ça, Alors, il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit, mais maintenant, moi, c'est ce qu'on m'a dit, je ne suis pas médecin, hein, que en effet, ces médicaments-là pouvaient aussi accélérer la vascularisation des tissus qui sont donc au niveau du clitoris, etc., et pourraient améliorer la jouissance féminine. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu réellement d'enquêtes sérieuses qui ont été faites sur ce sujet. Alors, c'est pas une question à $1 million, c'est une question à plusieurs milliards, des centaines de milliards de dollars, hein, comme le budget Viagra, Cialis, etc. Donc je pense qu'il y a une pression de la recherche qui est considérable, mais effectivement, comme vous, je n'ai pas Non, pour l'instant, d'informations. On avait essayé quelque chose, mais ça faisait pousser un peu les poils et tout, donc c'était pas vraiment à base sans doute de testostérone, je suppose, et ça n'avait pas... voilà, je sais qu'il y a un médicament de traitement de la ménopause qui augmente un peu le désir. Voilà, mais pour l'instant, ça reste... Mais vous savez, je crois, Niki, que le cerveau des femmes est encore plus relié à leur sexualité que celui des hommes, donc c'est pas peu dire. Hein. J'ai peut-être un côté féminin, alors. Ça doit être ça. Merci, Niki, en tout cas. Merci à vous. Alors, on se retrouve dans un instant pour le Love Conseil. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Eric Haller, toute cette semaine, je vais parler dans les Love Conseils de la sexualité normative. Vous savez, toutes ces idées reçues qui nuisent à l'harmonie de la sexualité. Hier, on a plutôt parlé d'un mythe féminin très répandu, de ce fameux orgasme vaginal. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette injonction, il faut jouir ensemble, avoir l'orgasme au même moment. Et alors, c'est vrai que ce diktat, ça provoque bien des complexes et ça empêche les partenaires de se concentrer sur leur propre plaisir, parce que en voulant à tout prix jouir ensemble, chacun est à l'affût du moindre signe de sa ou son partenaire et du coup passe un peu à côté de ses sensations. D'abord, il n'est pas nécessaire de jouir ensemble, et en plus c'est quand même assez compliqué de toute façon, et je crois que ce qui est important déjà, c'est de savoir si la femme a besoin de jouir lors des préliminaires pour être prête à être pénétrée. Ensuite, durant le coït, c'est assez compliqué. Hein. En général, on dit toujours que c'est à la femme de jouir en premier, parce qu'une fois que jouit, l'homme peut jouir, alors que si l'homme jouit, ça va être difficile après. Mais sauf que si la femme, de toute façon, n'a pas d'orgasme au moment du coït, c'est pas très grave que l'homme jouisse. Voilà. Donc ça demande, je pense, un peu un peu de communication dans le couple. Mais en tout cas, ce diktat de jouir absolument ensemble, que ce serait le Graal, je pense que c'est vraiment une idée à laquelle il faut tordre aussi le cou. Et alors, autre croyance assez négative, la masturbation fréquente nuit au désir dans le couple. Alors ça, c'est vraiment une idée à laquelle j'ai vraiment envie de tordre le cou, parce que c'est faux, archi faux, étant donné que le plaisir, c'est un peu comme l'appétit. Plus il y a du plaisir, plus on va avoir envie d'en avoir, et donc des masturbations régulières, c'est mieux qu'une période d'abstinence. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que se masturber, même si on est en couple, ça peut augmenter l'envie d'avoir envie, et donc il ne faut pas s'en priver. Oui, sans doute. Ce sont deux... Voilà, on continue évidemment tout au long de la semaine à tordre le cou à toutes ces idées reçues qui nuisent à l'harmonie sexuelle. Le plug anal Botifem de la marque Fun Factory, que l'on retrouve sur l'enseigne rue desplaisirs.com, c'est Christine qui l'a reçu. Et je sais pas, vous voulez nous le décrire déjà, Christine? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Oui, donc c'est un petit objet qui est pas très grand, très mignon, parce qu'il est en forme de fleur, de tulipe. Alors le mien, il est mauve. Il est très léger, très agréable au toucher, tout en silicone. Voilà, il est assez facile à mettre, du coup, de par sa forme. Oui, c'est vraiment un objet pour débutantes. Hein. Oui, c'est ça. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein, Christine, je ne me permettrai pas, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Oui, mais alors c'est vrai que je découvre un petit peu les jouets depuis quelques temps. C'est bien. Et oui, c'est très intéressant. ouais, c'est assez chouette. Et donc j'ai essayé celui-ci. Et donc c'est vrai qu'il est assez simple à mettre en fait, même si on peut mettre avec un peu de. Enfin, moi j'avais mis quand même un peu de lubrifiant. Oui, c'est toujours mieux, c'est bien sûr. Ouais, oui, voilà quand même. Donc en fait, en plus il tient bien parce qu'il y a quand même au bout. Je sais pas comment dire, mais elle est plus fin. Un frein en fait. Oui, il est plus fin. C'est indispensable, hein, comme tous les plugs, il faut qu'il y ait un rebord, hein, pour que justement ça ne pénètre pas totalement dans l'anus, parce que sinon on va aux urgences. Hein. Oui, c'est ça. C'est mieux. Mais le fait qu'il soit en effet assez fin et puis qu'il soit plus fin encore après la petite tulipe, hein, c'est comme une fleur finalement, ça permet en effet de bien se maintenir dans l'anus et ça permet de découvrir des sensations, pourquoi pas lors d'une pénétration, pourquoi pas lors d'une masturbation. Enfin oui, je pense qu'il est intéressant à utiliser. En plus, il n'est pas cher du tout. Il est à 29,90 €. C'est ça. Mais il n'est pas vibrant, hein, je précise. Non, il n'est pas du tout vibrant. Et c'est vrai que du coup, pour une pénétration en même temps vaginale, c'est vrai que ça se fait assez facilement en fait. Et voilà, et puis ça fait des sensations nouvelles qu'on découvre. Oui, exactement, et ça permet d'y aller, vraiment en douceur. Ça permet vraiment de commencer par un petit jouet, voilà. Très bien. Et vous lui donnez quelle note alors finalement, Christine? Écoutez, je lui mets un 7,5. 7,5 sur 10 pour ce plug anal Bouti Femme de la marque Fun Factory qu'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. C'est vrai, Eric Haller, c'est assez mignon. Hein. Oui, bien sûr. Oui, puis on peut le laisser traîner sur sa table de nuit. Hein. Personne n'imaginera, ou alors s'il imagine, c'est qui connaît. Donc il n'y a pas de problème. Ça peut difficilement passer pour un bouquet de fleurs quand même. Hein. J'ai pas dit ça, mais bon, ça peut être un petit gadget comme ça. On ne devine pas forcément que c'est un plug anal, si on ne sait pas. Oui. Si on connaît, évidemment. Oui. Moi, évidemment, ça ne me trompe pas, vous non plus. Mais merci Christine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on continue avec Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous Pierre. Alors, vous avez déjà testé plusieurs sortes de pilules. Tout à fait. Alors, les premières que j'ai testées, c'est moi on va dire celle que tout le monde connaît, la pilule bleue Viagra. Donc j'avais acheté une tablette en fait pour tester. Bon, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et après, par contre, je suis plutôt parti sur les dérivés que je commandais sur Internet, qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont pour moi largement aussi efficaces. Alors, après, pour l'utilisation, moi, ça reste vraiment à titre exceptionnel. On l'utilise avec ma compagne, quand on veut passer une soirée un peu plus longue, et où on a vraiment du temps et on peut se faire plaisir un peu plus longtemps. Et là, du coup, c'est vrai que c'est bien efficace. Quoi. Vous voulez dire que vous avez remarqué que lorsque vous prenez une pilule, vous tenez mieux votre érection plus longtemps et sans éjaculer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça tient mieux et ça remonte aussi beaucoup plus vite. Voilà, moi aujourd'hui, je peux avoir sur 46 ans. C'est vrai que ça remonte pas aussi vite qu'un jeune de 20-25 ans. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, c'est vrai que ça donne un bon petit coup de main, quoi. Alors ça, c'est vrai qu'on l'a déjà entendu depuis 14 heures et c'est une information qui peut être intéressante, évidemment, pour certains couples qui ont envie de remettre le couvert, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est vrai que 6 fois dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, ou voire un peu moins, si l'excitation est là, ça va un peu plus vite quand même. Mais c'est vrai que quand on est jeune, ça va très très vite. Quand on vieillit un peu, et il faut être patient. Oui, tout à fait. Voilà.
Mais après, voilà, nous, on l'utilise. Mais vous voulez dire que lorsque vous avez donc une première éjaculation, immédiatement après, vous retrouvez votre érection grâce à ces pilules? Alors, c'est pas immédiatement après, mais je dirais, on peut descendre entre 5 et 10 minutes, quoi. Oui, ça va, 5-10 minutes. Bon, voilà, on a le temps de s'occuper pendant ce temps-là, quoi. Bah, j'imagine, oui. Et ça, c'est vrai que c'est une information intéressante quand même à signaler. Bien sûr, oui. Et elles ont toutes cet effet-là, Eric? Oui, parce que tout ce que vous décrivez, monsieur, c'est le fait que les artères qui apportent le sang au pénis sont en permanence un petit peu plus ouvertes et qu'elles sont plus sensibles aux stimuli d'origine cérébrale, c'est-à-dire au désir. Donc la réponse se fait plus rapidement. Ce qui est plutôt agréable pour le coup. Oui. Après, donc pour vous dire, moi, ça reste vraiment un titre exceptionnel parce que j'ai pas envie d'être accro à ça. Et puis après, voilà. Je pense pas qu'il y ait un risque d'accoutumance comme on peut l'avoir pour certains médicaments, si ce n'est après dans la tête, évidemment. C'est ça. Oui, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on pourrait à ce moment-là se dire j'ai pas pris mon Viagra, pour rester sur le terme de Viagra, oh là là, je vais pas arriver à bander. Donc là en effet, il y aurait une accoutumance, mais elle serait d'ordre cérébral, elle serait pas d'ordre médicamenteux. Absolument, oui. Mais c'est une réalité, alors probablement pas pour vous qui avez à l'évidence une sexualité épanouie, régulière, etc. Mais ça peut l'être lorsqu'il y a d'autres soucis qui viennent se greffer dans la sexualité. Tout à fait, oui. C'est quelqu'un qui serait un peu dépressif ou vraiment, qui mettrait vraiment une croyance sur la pilule en elle-même. Ce que vous disiez, je ne l'ai pas pris, je ne veux pas y arriver. C'est ça. Alors qu'en fait, la machine marche, il n'y a pas de... Et quand la machine ne marche pas, on ne l'a pas encore dit, mais je vais le dire parce que c'est important, il faut savoir pourquoi elle ne marche pas. Là, il y a eu beaucoup d'appels sur les usages que je dirais récréatifs. Oui, bien sûr. Et qui sont, que pour moi, je trouve tout à fait... les conséquences normales de ce que sont ces produits-là. Par contre, quand il n'y a pas d'érection, pas le matin, pas lors des masturbations, là, avant de prendre ces médicaments, même s'ils s'avèrent efficaces ensuite, il faut savoir la cause. Donc il faut faire les examens médicaux nécessaires pour savoir. Et là, c'est forcément auprès d'un urologue d'un spécialiste ou d'une spécialiste de l'érection. C'est vrai que les urologues sont très très bien placés pour ça. Ils ont une vraie connaissance. Ça peut être un médecin traitant, ça peut être... Mais en tout cas, il faut prendre un avis médical. Et ça je confirme totalement, parce que moi j'avais un de mes amis, lui qui par contre était un petit peu en surpoids, et vous savez qu'il avait vraiment des problèmes pour avoir une érection, donc je l'avais passé. Et c'est vrai que du coup il a testé, ça marchait très très bien. Par contre, dans la suite, il a tout de suite été consulté, il s'avérait que c'était lié à ses problèmes de tension, et le problème a été résolu. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que je reviens vraiment à ce que vous disiez. On sait que ça fonctionne, mais il est important de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Absolument. Oui, il ne faut pas oublier que l'érection est un baromètre de bonne santé. Oui, d'ailleurs, un des premiers critères d'un risque cardiaque, c'est des pannes d'érection. Absolument, oui. C'est une chose qu'on oublie, qu'on n'a pas encore signalé depuis le début de l'émission, mais attention. Mais nous le faisons à chaque émission et vous êtes toujours vigilante. Bah oui, parce que c'est quand même, on les aime bien nos hommes, hein. On tient à les garder en vie quand même. Et oui, je crois que c'est bien important de le rappeler. Dès qu'il y a des vraies fuites et des problèmes d'érection, ça peut être, ça veut pas dire systématiquement que c'est ça, et non plus, attention, mais donc ça nécessite de faire attention. Absolument, de savoir pourquoi, et donc d'identifier, vous avez cité votre ami et son hypertension artérielle par exemple. Voilà, merci Pierre de ce témoignage, merci à vous. Avec plaisir. Et puis amusez-vous bien, continuez. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Jean-Marie qui lui va nous parler d'une opération de la prostate. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eric Haller est avec nous. Nous évoquons les petites pilules, la petite pilule bleue qui a révolutionné la sexualité masculine. Et je crois que c'est vraiment, il y a un avant et un après. Et c'est bien, on va conclure avec votre témoignage, Jean-Marie. Et c'est bien parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est vrai que l'opération de la prostate peut provoquer ensuite des difficultés érectiles. Vous, c'était il y a 4 ans, cette opération qui s'est bien passée, je crois. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Brigitte, pardon, bonjour. Et merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Oui, il y a 4-5 ans, un cancer de la prostate m'a été diagnostiqué, on m'a enlevé la prostate. Et c'est bien comme il faut, ils ont gardé tout ce qu'il fallait pour avoir de l'érection. Il a fallu quand même attendre 2 ans et puis être aidé maintenant avec une petite pilule. Bon, elle n'est pas bleue, mais le Cialis, c'est un petit peu le même style. Voilà. Donc, grâce à la pilule, vous avez retrouvé vos érections. Oui, disons que je l'ai quand même, mais si je l'ai sans pilule, elle ne dure pas. Oui. Voilà. Les glandes ont été bien conservées, les ligaments ont été bien conservés. Il y en a eu 1 ou 2 qui ont été un petit peu enlevés. Le médecin m'avait garanti 100% de sans fuite urinaire et 70% d'érection. Et ça a mis vraiment 6 mois pour commencer la première érection, sans rien. Mais bon, après, c'est vrai que j'étais très actif. Donc, quand je dis très actif, c'est-à-dire 4-5 fois par semaine. J'ai 40 ans de mariage. Donc, 4-5 fois par semaine, c'était sympa. Maintenant, on arrive à 1 fois par semaine, 2 fois par semaine maximum. Ce qui est déjà pas mal pour un couple depuis 40 ans ensemble. Vous savez, il y a des couples qui sont plus jeunes que ça et qui n'ont pas cette fréquence-là. Mais donc, on a quand même comme premier diagnostic, si je puis dire, Jean-Marie, quelqu'un qui sexuellement était très actif. Ah oui. Oui. Donc disons très non, je suis pas à 3 érections par jour, c'était pas comme ça. Bon oui, peut-être dans mes 20 ans, après dans les 40 ans ça s'est calmé, dans les 50 ans, bon, c'était 3-4 fois par semaine, mais après à 60 ans, après être opéré, c'est 1 voire 2 fois par semaine. Et est-ce qu'on vous a conseillé tout de suite après l'opération d'essayer de retrouver des érections? Parce que je crois que c'est Bien sûr. C'est mieux. Bien sûr. Donc on vous a visiblement, vous avez été bien guidé aussi sur le plan de la sexualité. Tout à fait. Sauf, il y a une seule chose, c'est que j'ai changé de médecin urologue avant l'opération et après l'opération. Et une fois que le premier a été fini, le deuxième m'a dit « Mais vous avez fait votre travail en amont, le travail psychologique ?» Et j'ai dit « non, on m'a rien dit, moi. » Parce que le médecin de Perpignan, j'habite sur Perpignan, m'a dit je pars en retraite, donc allez voir quelqu'un d'autre. » Et la personne que j'ai été voir pensait que j'avais déjà fait mes efforts, alors que ce n'était pas le cas. Oui, alors comme le dit Brigitte Lahaye, maintenant mes collègues urologues considèrent qu'il faut un réentraînement le plus précoce possible après l'opération, aidé de médicaments. La préparation psychologique avant, elle est variable. Elle va des urologues qui malheureusement parlent peu des troubles de l'érection pouvant faire suite à ces opérations, à une préparation extrêmement complète qui peut effectivement comporter des séances de psychologie, de préparation en tout cas à ce problème et aux autres problèmes qui peuvent accompagner cette chirurgie comme les fuites urinaires par exemple. Bien sûr. Donc pour les fuites urinaires, là, au bout de 4 ans, j'étais obligé de refaire quand même une petite série de kiné approfondie. Donc, de temps en temps, je fais beaucoup de sport et lorsque je suis en plein sport, je fais du tennis de table. C'est gênant quand même d'avoir des pertes de ce liquide-là. Voilà. Donc il y a 2 facteurs qui sont importants dans les suites de ces opérations. C'est la qualité de la chirurgie, je le dis toujours, parce que la chirurgie est un artisanat, donc il y a
Il y a des bons artistes et des mauvais artistes. Artisans, Osons le dire. Donc oui, il faut le dire. Il y a un deuxième facteur aussi qui est l'extension de la maladie. C'est-à-dire que quand le cancer a débordé la capsule de la prostate et s'est un petit peu étendu dans son environnement, quelle que soit la qualité du chirurgien, malheureusement, les bandelettes que vous avez citées, monsieur, dans lesquelles passent les nerfs de l'érection, eh bien, ne peuvent pas être conservés. Ça, c'est... J'ai une chance énorme. C'est que mon médecin traitant m'avait prescrit à 55 ans, 56 ans un bilan général. Et puis, bon, je fais du cholestérol. Je le fabrique, le cholestérol, exactement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, il m'a dit, bon, oulala, c'est trop élevé, prenez tel et tel cachet, dans 3 mois, vous venez me voir. Et quand 3 mois plus tard, je suis retourné au cabinet, il était en vacances. Alors donc, j'ai pris son partenaire sur le même cabinet, ils sont 3. Et lorsque le partenaire docteur a vu ça, il m'a dit, mais attends Thierry, c'est pas normal. Tu as 5 en PSA, alors qu'à 56 ans, 57 ans, tu devrais avoir 0,5. Bon, alors il me dit, on va faire baisser le cholestérol, et si au bout de 3 mois, ça ne descend pas, il faudra aller voir un neurologue. Alors que l'autre médecin, mon médecin traitant normal, quand j'en ai parlé, il me dit, moi, à 5, je ne vais pas partir quelqu'un chez un neurologue. À la sortie, j'avais 6 phases de tout noir, sur la prostate, sur 12 faces, et suite après à la biopsie. Et donc, il a été annoncé que j'avais le cancer et qu'il fallait m'opérer d'urgence. Et oui, ça dit bien l'importance de la surveillance, de la prévention, des gros embêtements de la santé. Mais bon, à 5 sur un PSA, il m'a dit, moi en général, je ne vois pas les gens chez un neurologue. Écoutez, moi je ne sais pas quoi répondre, Jean-Marie, et visiblement Eric Haller n'a pas très envie de répondre, alors donc on va rester en suspens avec ça. En revanche, Eric Haller, à partir de quel âge on peut conseiller aux hommes d'aller vérifier justement leur prostate 50 ans à tous les coups. À partir de 50 ans, oui. Mais une fois tous les 2-3 ans, j'imagine. Oui, ou pratiquement tous les ans. Et puis s'il y a plus jeune, s'il y a des difficultés à uriner persistantes. Malgré tout, parce que le cancer de la prostate chez les hommes jeunes existe. Et c'est vrai que... je n'avais rien eu comme problème, hormis des envies de faire pipi, ça me coûte 3h, 4h du matin. Ça c'en est un quand même. Voilà, oui, mais c'est le seul truc que j'avais. Oui, mais c'est... Mais c'était le bon truc, si je puis me permettre. C'est quand même qui indique qu'il y a justement une prostate qui est un petit peu plus gonflée. Enfin, je sais pas comment on dirait sur le plan médical, mais il y a quelque chose qui... C'est un signe, c'est quand même un signe avant-coureur, Jean-Marie. Voilà, et donc que tous les hommes qui m'entendent, surtout n'hésitez pas à faire une prise de sang. Une prise de sang, ça peut vous sauver la vie, la preuve. Exactement. Mais de toute façon, c'est un peu le problème qui se pose pour les hommes, Eric Haller, parce que nous, les femmes, de toute façon, on est traités, suivis dès le début de par notre appareil reproducteur, si je puis dire, tandis que le vôtre, il fonctionne tout seul à peu près. Et donc, c'est vrai que les hommes auront moins tendance à découvrir un problème de santé parce qu'ils vont pas faire tellement de suivi. Oui, tout à fait. C'est moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était, mais... Probablement, mais je trouve aussi que, là je vais dire quelque chose qui est politiquement très correct, bien qu'elle soit politiquement incorrecte et inentendable, mais il n'y a plus de campagne de santé publique en France, et c'est absolument dommageable. Vous vous rappelez des campagnes sur le tabac, des campagnes sur le sida, sur le cancer du sein. On remplace ça par des journées, mais qui sont à peu près invisibles, parce que vous avez la journée du chewing-gum, la journée, plein de journées, donc ça n'a plus de sens. Donc il faut que les pouvoirs publics renouent avec l'information générale de la population, parce que on devrait, je trouve en tout cas, qu'il devrait faire partie de la culture de tout le monde, que quand on a une envie pressante, pas une fois ou 2 ou 10, mais pendant 3 mois la nuit, il faut faire une prise de sang. Oui. D'autant qu'on sait que lorsque c'est pris à temps, d'abord on soigne mieux les gens, et puis ça coûte de toute façon moins cher à la sécurité sociale. Donc ces campagnes finalement feraient
plutôt gagner de l'argent quand. Absolument, et puis c'est. Même si elles en coûtent. C'est le sens de la collectivité, j'allais dire, du service public, c'est-à-dire l'utilisation de l'argent public. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon assez complet sur tout ce qu'on peut dire sur la sexualité masculine. Je remercie Jean-Marie de son témoignage qui lui va bien. Malheureusement, c'est pas aussi souvent bien, hein, les opérations de la prostate. On sait que malheureusement, oui, il y a souvent des difficultés plus grandes. Ça peut. Oui. Bah, oui. Bon, mais d'où l'intérêt de ce que vous avez dit, c'est-à-dire le détecter tôt. Bien sûr. Non, mais j'ai souvenir d'il y a 15 jours d'un homme qui justement avait beaucoup de fuites urinaires. Et c'est vrai que les fuites urinaires, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, c'est très gênant dans les rapports sexuels, quoique il faut quand même évidemment imaginer ce que ça doit être pour quelqu'un qui a peur justement pendant le rapport d'avoir des fuites urinaires. Voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon grâce à vous, Eric Haller. Merci. Merci beaucoup. Vous tenez, je sais, à chaque fois à rappeler que, attention, si vous êtes très jeune et que vous n'avez pas d'érection, c'est que sans doute qu'il y a des fuites veineuses, pas urinaires cette fois-ci, et que ça se soigne, mais que c'est nécessaire de se soigner parce que ça ne viendra pas tout seul. Merci Brigitte à chaque fois répéter ce message donc très important. Si vous êtes jeune, que vous n'avez jamais eu d'érection, eh bien peut-être qu'il faut aller consulter. Vous avez peut-être des fuites veineuses. Ça s'opère, ça se répare. Donc allez-y. Même si ça touche évidemment peu de jeunes, mais ça touche quand même un petit pourcentage de la population. Tout de suite, vous retrouvez votre avenir. Demain, on sera avec Frédéric Fanger, psychiatre. On verra comment on peut gérer son anxiété lors d'une rencontre amoureuse ou lors d'une rencontre sexuelle. Et comme ça, vous pourrez aussi peut-être ne pas avoir besoin de ces fameuses pilules.